Veuillez vous lever. L'audience de la Cour pénale internationale pour l'édition 2026 du concours de procès fictif de la CPI en langue française est ouverte. Veuillez vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux équipes qui participent à cette 5e édition du concours de la Cour pénale internationale en langue française, à savoir particulièrement au conseil du bureau du procureur et au conseil de la défense. Je souhaite également la bienvenue aux personnes présentes ici physiquement, au personnel chargé des audiences qui nous assiste sans faille dans nos activités. Je souhaite également la bienvenue au public qui est assis dans la galerie, aux participants au concours de procès fictif présents à l'audience et aux personnes qui, depuis l'extérieur de la Cour, nous ont rejoints ce matin par Internet pour suivre ce concours. Je demande à présent à la greffière d'audience de bien vouloir appeler l'affaire. S'il vous plaît, Madame la greffière. Merci, Monsieur le Président. Nous siégeons dans le cadre de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Kapok Miroc et Robert Kassabitinis, édition 2026 du concours de procès fictif de la CPI en langue française. Je vous remercie. Au nom de la Chambre, je demande maintenant aux parties et aux participants à cette audience de se présenter, en commençant par le conseil du bureau du procureur, ceci, bien entendu, pour la bonne tenue du procès-verbal de la séance. Bonjour, le bureau du procureur. Si vous permettez, avant de vous donner la parole, je vous demanderai de bien parler lentement et de répondre également aux questions au moment d'attente, de marquer des pauses pour que les personnes qui sont ici ou qui nous suivent puissent vous suivre convenablement et d'avoir une voix qui porte, nonobstant la présence d'un micro. Le bureau du procureur est représenté par moi-même, Marina Hilary Loutete, Monsieur Paul Lehegara, Madame Laure Aliran et Madame Marie-Lou Sturbois. Je vous remercie, c'est bien noté. Je me tourne à présent vers l'équipe de la défense. Maître, est-ce que vous pouvez présenter à la Chambre les membres de votre équipe? Bonjour, Maître Besnay, Maître Scotty, Maître Le Thor et enfin Maître Drame, représentante du Conseil de la Défense de Monsieur Miroc et Monsieur Kassabitinis. C'est bien noté, je vous remercie. Le greffe est aujourd'hui représenté par Madame Caroline Bossette, greffière d'audience, et Madame Chloé Bachelor de l'Académie de droit international de La Haye. Pour terminer, il reste à présenter la Chambre. À ma droite, Monsieur Marcello Franceschini et à ma gauche, Madame Sabina Savidis, et je suis le juge Ekel Belmafoud et je présiderai cette audience. La Chambre va à présent aborder tour à tour les deux questions qui délimitent l'objet de l'audience de ce jour. De par la nature publique de la présente audience, je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir rappeler les questions arrêtées par la Chambre préliminaire. Merci, Monsieur le Président. En vue de l'audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire 15 sollicite les observations du bureau du procureur et de la défense sur les points suivants. Petit a, la compétence de la Cour et la recevabilité de l'affaire. Petit b,
les charges et modes de responsabilité susceptibles d'être retenus contre messieurs Kapok Mirok et Robert Kasabutinis. Merci. La parole est à présent au bureau du procureur pour qu'il présente sa cause et ses observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour dans les limites du temps imparti. Vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable juge, le droit international peut-il encore contenir la force? Voici la question que votre Cour doit aujourd'hui trancher. Le 14 février 2020, des frontières reconnues sont devenues des lignes de front. L'invasion de la principauté de Lupria par la République de Vulpina n'est pas un acte de sauvetage. C'est le fruit d'une volonté délibérée et orchestrée par deux hommes qui ont choisi de substituer la loi des armes à la lettre des traités. Messieurs Mirok et Kasabutinis ne sont pas des sauveurs. Le premier poursuivait un dessein suprémaciste et impérialiste revendiqué. Le second, depuis son poste de conseiller spécial de la présidence, a instrumentalisé cette guerre pour servir ses intérêts financiers. Deux hommes réunis autour d'une seule et unique organisation, le mouvement de retour à l'Empire, ce cheval de Troie servant des intérêts bien plus sombres qu'en apparence. Le bureau du procureur articulera donc sa démonstration en 3 temps. D'abord, il conviendra de confirmer la compétence de votre Cour. Ensuite, d'établir les charges et la caractérisation de celles-ci. Enfin, d'établir la responsabilité pénale individuelle de messieurs Kapok Mirok et Robert Kasabutinis. Sur la compétence stricto sensu de votre Cour, les faits dramatiques commis en Lupria constituent des crimes entrant dans la compétence materiae de votre Cour, définie à l'article 5 du statut. En outre, votre Cour est compétente ratione loci et temporis, tant pour le crime d'agression que pour le crime de guerre. S'agissant du crime de guerre, la compétence de votre Cour ne pose aucune difficulté. L'entièreté des faits reprochés a été perpétrée sur le territoire de Lupria à partir du 17 juillet 2018 et Lupria a ratifié le statut de Rome le 15 octobre 2009. Votre Cour est donc compétente ratione loci et temporis en vertu des articles 12 et 11 du statut. Mais tout comme elle l'est également s'agissant du crime d'agression. Votre Cour est bien compétente ratione loci pour le crime d'agression. Lupria est partie au statut de Rome depuis 2009 et a accepté les amendements de Kampala relatifs au crime d'agression. Vulpina, quant à elle, est partie depuis le 23 juillet 2007. Simplement, elle a toujours refusé de ratifier les amendements de Kampala. Mais cela importe peu. L'article 121, paragraphe 5, in fine, suggère que la Cour ne serait pas compétente à l'égard des ressortissants des États n'ayant pas ratifié l'amendement. Mais la volonté des rédacteurs des amendements de Kampala est claire: maintenir la compétence territoriale en matière de crimes d'agression à l'égard de tout État partie. Ils ont doté la Cour de 2 régimes de compétences différents. En fonction de qui, entre l'État agresseur ou l'État agressé, a ratifié ces amendements. Lorsqu'il s'agit de l'État agressé, c'est-à-dire la situation de la présente affaire, alors s'applique l'article 12 du statut, la compétence ratione loci, par envoi de l'article 15 bis, paragraphe 4. Dans ce cas, il suffit que seul l'État agressé ait ratifié les amendements dès lors que l'État agresseur est partie au statut. L'article 15 bis, paragraphe 4, dispose en effet que la Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression commis par un État partie. Aucune condition de ratification est établie. Seule exception pour soustraire ses ressortissants à une telle compétence, la déclaration au greffe. Qu'en est-il dans cette affaire? Tous les faits ont eu lieu sur le territoire de Lupria, depuis la fusillade du 17 juillet 2018 à l'invasion territoriale du 13 au 14 février 2020. Aucune déclaration au greffe n'a été déposée par Vulpina.
Il est vrai qu'une autre interprétation plus restrictive de la compétence sera sans doute proposée par la défense. Mais la Cour rejette cette seconde interprétation à la lumière des objectifs qu'elle se fixe, la lutte contre l'impunité à l'échelle mondiale, qui guide son interprétation du statut. La Cour l'a récemment rappelé dans l'affaire du Tertre. Votre Cour a par ailleurs expressément émis un mandat d'arrêt rendu le 3 janvier 2023 pour les chefs de crimes de guerre et de crimes d'agression contre messieurs Kapok Mirok et Robert Kassabutinis. Je vous renvoie à la pièce 26. Madame, Monsieur le Président, honorable juge, vous conviendrez donc de constater que la Cour est bien compétente, ratione loci. S'agissant de la compétence ratione temporis, la Cour est compétente en matière de crimes d'agression commis à compter du 17 juillet 2018. Les faits que le bureau du procureur entend ajouter à la charge des intéressés, en vertu de l'article 61-4 du statut, ont été commis à partir du 17 juillet 2018 avec la fusillade des civils lors de la fête nationale par le mouvement de retour à l'Empire. Votre Cour est donc compétente pour connaître du crime de guerre et du crime d'agression. Si vous permettez une clarification de ce point sur la compétence matérielle de la Cour, est-ce que la Cour pénale internationale dispose d'une compétence matérielle à vocation universelle, puisque vous vous êtes référé au statut? La Cour dispose d'une compétence en matière de crimes d'agression en l'espèce, étant donné qu'il y a eu l'invasion territoriale de la principauté de Lupria par la République du Burkina qui a eu lieu du 13 au 14 février 2020. Monsieur Léagara établira par ailleurs qu'aucune exception d'irrecevabilité ne peut faire obstacle à cette compétence. Je vous remercie. C'est moi. Veuillez procéder, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, votre Cour peut juger d'une affaire ressortissant de sa compétence, à moins qu'elle ne soit déclarée irrecevable, au sens de l'article 17 du statut. Ici, et contrairement à ce que pourra soutenir la défense, les principes non bis in idem et de complémentarité ne font aucunement obstacle aux poursuites, tant pour Mirok que pour Kassabutinis. Votre Cour a en effet jugé dans sa décision Kadhafi de 2019 que plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour que le principe non bis in idem fasse obstacle à la recevabilité d'une affaire, conformément à l'article 20. La première d'entre elles étant l'existence d'un jugement ayant autorité de chose jugée. Quant à Kassabutinis, celui-ci n'a fait l'objet d'aucun jugement, mais a simplement été remis à votre Cour. Quant à Mirok, en revanche, il est vrai que celui-ci a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité par la Lustranie le 1er septembre 2025. Néanmoins, cette condition ne constitue aucunement un obstacle, et ce pour les raisons qui suivent. D'une part, la Lustranie ne disposait d'aucun titre de compétence pour le juger. Cet État s'est fondé sur une compétence universelle non conditionnée pour condamner Mirok in absentia, alors que celui-ci, au moment de son jugement, avait été remis 6 mois plus tôt à la Cour par ces mêmes autorités. S'il est certes permis aux États une certaine liberté dans l'édiction des règles de leur compétence universelle en droit interne, l'absence de l'intéressé sur le territoire lors de son procès est en revanche inconcevable. En effet, la doctrine considère que la compétence universelle doit être fondée sur le droit international coutumier ou conventionnel. Or, aucune norme n'établit une compétence universelle in absentia. À ce propos, dans une opinion individuelle concernant un mandat d'arrêt de la Cour internationale de justice du 11 mai 2000, au sujet du mandat d'arrêt par défaut, le juge Guillaume précisait ainsi que le droit international ne reconnaît pas la figure de la compétence universelle in absentia. Dans le même sens, la Convention contre la torture de 1984 conditionne l'exercice de la compétence à la présence de l'intéressé sur le territoire. Dès lors, ce jugement ne peut pas être valable, et ce, sans même qu'il n'y ait besoin d'en examiner la teneur. D'autre part, le droit interne lustranien prévoit la possibilité de juger l'intéressé en son absence uniquement lorsque celui-ci ne peut être retrouvé ou se soustrait délibérément à la justice. L'accusation remarque que votre Cour n'a certes pas vocation à juger la procédure interne des États, ce qu'elle a récemment appelé dans l'affaire Edmond Baena. Or,
Dans la présente affaire, il apparaît que les autorités lustraniennes ont elles-mêmes livré Miroc à la cour. Étant à l'origine de son impossible comparution, elles ne pouvaient prétendre procéder elles-mêmes au jugement de l'affaire. Ce jugement par contumace, contre lequel toutes les voies de recours sont fermées, viole de surcroît gravement les garanties du procès équitable. La Cour ne peut rester impassible face à une telle manœuvre. Ce prétendu jugement n'est en fait rendu sur aucun titre valable, dans des circonstances inadmissibles, et ne saurait empêcher les poursuites. Il conviendra en outre d'exclure l'irrecevabilité au regard du principe de complémentarité. En vertu des articles 1er et 17, le principe de complémentarité impose que votre Cour n'intervienne qu'en cas d'inaction de l'État compétent ou lorsque celui-ci n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien l'enquête ou les poursuites. Il est par ailleurs rappelé de manière constante, dont récemment dans la décision Edmond Baina, qu'il convient d'abord d'examiner si l'affaire a fait l'objet d'enquête ou de poursuites internes, et seulement ensuite d'établir un manque de volonté ou une incapacité de l'État à mener à bien les dites enquêtes ou poursuites. Or, dans la présente affaire, comme tu sais énoncé, nul besoin d'évaluer la complémentarité au regard de la Lustranie, qui ne disposait d'aucun titre de compétence. Et quand bien même elle en disposerait, la remise de Miroc à la CPI établit alors d'office son manque de volonté, comme la Chambre de première instance l'a jugé dans la décision Katanga du 16 juin 2009. Du reste, il n'existe aucune procédure en cours en Vulpina ni en Lupria. Cette dernière étant toujours sous occupation, il est clair qu'elle ne dispose pas de la capacité d'exercer des poursuites. La complémentarité permet donc que les poursuites soient exercées devant la Cour. Celle-ci doit reconnaître sa compétence et déclarer l'affaire recevable. Il convient dès lors de caractériser les charges dont se sont rendus coupables Miroc et Casabutinis. Les crimes impérialistes et suprémacistes, perpétrés sous les ordres de ces derniers, ont plongé l'Upria dans un conflit armé intense et prolongé de 2018 à 2024, dépassant indéniablement le stade des simples troubles internes. Votre Cour a jugé dans la décision Bemba-Gombo qu'il existe un conflit armé international dès lors que les hostilités armées opposent des États à travers leurs armées respectives ou à travers d'autres acteurs agissant en leur nom, ce qui est établi lorsqu'un contrôle global est opéré par l'État sur un groupe armé. Casabutinis s'est ingéré dans la direction du pays, à tel point que, sur son ordre, Miroc a doublé les dépenses militaires en 2019, permettant au chiffre d'affaires de sa société de dépasser le PIB du pays, qui est pourtant la première puissance économique du continent. Loin de n'être qu'un soutien passif à des milices impérialistes qui ravageaient la Lupria, sa société en était l'instigateur stratégique. Sans la contribution de celui-ci, il est clair que les crimes perpétrés n'auraient pas pu l'être. En outre, Casabutinis et Miroc apparaissaient comme les véritables penseurs de ce mouvement, se faisant les relais des idéologies les plus abjectes et guidaient ainsi les actions criminelles du MRE. C'est donc par leur biais que la République de Vulpina exerçait un contrôle global sur les opérations de cette milice. Le conflit ayant lieu uniquement en Lupria, la situation d'occupation permet également de déterminer le caractère international du conflit. Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il est effectivement placé sous le contrôle d'une armée ennemie. Deux critères doivent être réunis selon la décision RDC contre Ouganda de 2005 rendue par la Cour internationale de justice. Un contrôle effectif d'un territoire extérieur par l'occupant, sans l'agrément du souverain légitime. Ici, Miroc a lui-même annoncé la prise totale et le contrôle de l'Upria, au point d'adopter un code transitoire. Vulpina a donc établi et exercé son autorité sur l'Upria en tant que puissance occupante, sans aucun agrément des autorités locales. Il y avait donc bien un conflit armé entre le MRE et l'armée de l'Upria. Conflit armé qui est par ailleurs international, tant l'implication de Vulpina y est importante. Les substituts Surbois et Aliran aborderont désormais les crimes sous-jacents, le crime d'agression et les modes de responsabilité. Je vous remercie. Je vous remercie. Veuillez procéder, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, Mesdames, entre le chaos des armes et la dignité du droit, Messieurs Casabutinis et Miroc ont choisi le recours illégal à la force. Le bureau du procureur se tient devant vous pour nommer ce que l'histoire ne saurait taire. Nous le démontrerons avec la rigueur que cette cour exige et que les victimes méritent. D'une part en prouvant l'existence de crimes de guerre et d'autre part en caractérisant un crime d'agression.
Mais gardez une chose à l'esprit, derrière chaque acte commis par messieurs Robert, Casabutinis et Miroc se cache un dessein unique, celui de reconstruire un empire dans lequel il serait tout-puissant. Concernant tout d'abord la matérialité des crimes de guerre sous-jacents, et le premier d'entre eux que le bureau du procureur entend retenir, l'homicide involontaire au sens de l'article 8.2a premièrement. 1756 civils totalement étrangers aux hostilités ont été cruellement fusillés le 17 juillet 2018. Fusillés intentionnellement, et pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le malheur d'appartenir à une communauté ennemie, une communauté détestée, celle louant le culte du Maor. La population luprienne a été prise pour cible par le mouvement de retour à l'Empire, alors même qu'ils étaient étrangers à toute hostilité. Tel qu'il ressort de la pièce numéro 5 du dossier, 7 lieux de rassemblement populaire ont été pris pour cible simultanément. Loin d'un acte fortuit, il s'agit en réalité d'un choix délibéré, visant la globalité de cette communauté. Comme dans l'affaire Katanga, lors de l'offensive de Bogoro, les milices avaient tué des centaines de civils en raison, justement, de leur appartenance à une minorité. Et la logique ici est identique. La cible n'était pas militaire, elle était humaine, elle était culturelle et religieuse. L'homicide intentionnel, au sens de l'article 8.2a premièrement, est donc parfaitement caractérisé. Mais au-delà de ces atrocités, le bureau du procureur entend également poursuivre les crimes de guerre au titre de l'atteinte délibérée à l'environnement, conformément à sa nouvelle politique générale de 2025. Messieurs Miroc et Casabutinis ont dirigé intentionnellement une attaque dont ils savaient qu'elle causerait des dommages graves et durables à l'environnement, au sens de l'article 8.2, quatrièmement du statut. Et pour cause, dans la nuit du 12 au 13 février 2020, des centaines d'individus lourdement armés et organisés ont attaqué la vallée de la Chimie, en déversant dans le fleuve Maor de très très grandes quantités de substances chimiques. Nous vous renvoyons à la pièce numéro 11 du dossier. La pollution qui s'en est suivie est telle que l'équilibre naturel tout entier s'est effondré, condamnant une population environnante à être exposée aux produits chimiques par astigation d'eau. Faute d'avantages militaires réels, la destruction du fleuve Maor s'impose comme une arme de guerre injustifiable. L'instrumentalisation de l'eau... Si vous permettez une clarification à ce propos, vous vous référez à la pollution. C'est bon, vous pouvez m'écouter. Donc vous vous êtes référé à l'acte de destruction du fleuve et la pollution. Sur quel fondement juridique basez-vous pour considérer la pollution de l'eau comme étant un crime de guerre? Sur l'article 8 de 1 du statut. Sur l'article 8 de 4e du statut. Uniquement sur le fondement de l'article 8, il n'y aurait pas d'autres fondements juridiques complémentaires ou additionnels? En droit international humanitaire, droit international des conflits armés. Oui, le bureau du procureur entend soutenir les charges au titre du statut uniquement. Très bien, merci. L'instrumentalisation donc de l'eau ne pouvant constituer une activité militaire légitime, l'ensemble des conditions du crime sont réunies. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, Mesdames, la Cour n'a pas encore traité les crimes liés à l'utilisation du cyberespace. Et le bureau du procureur entend dénoncer le ciblage délibéré de biens civils par un moyen cybernétique. Car les cyberopérations du 14 février 2020 doivent être qualifiées d'attaque au sens de l'article 8.2b deuxièmement du statut, car la dématérialisation
de l'arme n'atténue en rien la réalité du crime. Le document de politique générale de 2025 est sans équivoque. Sont constitutifs de crimes de guerre les cyberattaques menées contre les systèmes de contrôle de la pollution d'électricité. Diriger des attaques contre des infrastructures électriques indispensables à la survie de la population civile constitue un crime de guerre. Et c'est d'ailleurs ce que votre Cour a retenu le 5 mars 2024 concernant la situation en Ukraine. Ainsi, en ordonnant cette cyberattaque, Vulpina a sciemment visé les infrastructures électriques lupriennes pour faciliter les opérations de son armée. Le crime de guerre consistant à attaquer des biens de caractère civil est donc parfaitement constitué. Excusez-moi, j'aurais une question pour vous poser. Vous parlez justement des crimes de cyberattaque. Dans les faits, est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur la gravité? Oui. S'il vous plaît, merci. Concernant la situation en Ukraine, cela a été constitué comme un crime de guerre parce que des frappes de missiles ont été menées par les forces et les commandements et ils ont visé délibérément des infrastructures électriques ukrainiennes telles qu'il ressort en l'espèce des faits face à l'Upria. Excusez-moi, et pourtant, il semblerait qu'ils aient coupé l'électricité seulement pendant quelques heures. Et nous n'avons pas forcément plus d'informations en ce qui concerne l'étendue des dommages sur l'Upria. Donc, où se trouve-t-elle la gravité de cette attaque? Les coupures de courant et d'électricité ont duré pendant plusieurs heures. Le dossier parle d'à peu près 8 heures. La gravité doit s'apprécier ici également dans son ensemble, parce que ces opérations qui ont visé justement et délibérément des biens nécessaires à la population civile, c'est par cela que l'Upria a plongé la population dans un terrible chaos, permettant justement les exactions et puis les bombardements du mouvement de retour à l'Empire, venant continuer et s'inscrire dans la continuité justement de ces cyberattaques menées par l'Upria. Ainsi donc, le crime de guerre consistant à attaquer des biens de caractère civil est constitué. Également, messieurs Miroc et Casabutinis sont accusés d'avoir dirigé intentionnellement une attaque contre au moins un bien protégé tel que visé à l'article 8 2b, 9e du statut. Dans l'affaire Al-Mahdi, votre cour a qualifié ce crime pour la première fois à propos des mausolées de Tombouctou, dont la destruction visait à briser l'âme d'une population croyante. Eh bien, dans la présente affaire, ce symbole s'appelle la Casa des Maoris, la maison du dieu Maor, là où la divinité est apparue pour la première fois. Vous savez, pour détruire un peuple, il ne suffit pas de tuer ses hommes, il faut aussi tuer sa mémoire, son origine. Et c'est ça, exactement, que messieurs Miroc et Casabutinis ont choisi de faire. En détruisant ce lieu, ils ont détruit l'identité même de ce peuple, l'identité des peuples de l'Uprion. Dès lors, vous conviendrez de la caractérisation de l'ensemble des charges, et Madame Aliran traitera désormais du crime d'agression et des modes d'imputation. Excusez-moi, j'ai une dernière question sur le crime que vous venez de parler. Donc, sur la destruction de la Casa des Maoris. En fonction des... En fait, c'est deux questions. Première question, est-ce que vous auriez d'autres jurisprudences pertinentes concernant le crime de biens historiques protégés? Et deux, comment vous pouvez traiter sur le premier élément du crime à diriger délibérément une attaque contre un bâtiment? Merci. Merci. La jurisprudence Al-Mahdi est pour le bureau du procureur parlante, car les faits sont très similaires. Et concernant l'attaque, les pièces versées au dossier
sont nombreuses et attestent des attaques qui ont été perpétrées tant par l'armée de l'UPRIA que par les membres du MRE qui sont dirigés donc par messieurs Miroc et Casabutinis. Ces membres ont perpétré des bombardements et des attaques juste après le lancement des cyberattaques par l'armée officielle de Vulpina. Les pièces donc versées au dossier montrent que la Casa dei Mauri a été délibérément prise pour cible et cela également s'inscrit dans un contexte plus global puisque les faits vont également dans la continuité de notre argumentaire. La Casa dei Mauri a été in fine totalement détruite par messieurs Casabutinis et Robert en août 2020 après les attaques. Je vous remercie. Merci. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, honorable juge, si le dossier impose avec force le constat de crimes de guerre, l'examen des faits ne saurait s'y arrêter. Il révèle, de manière tout aussi impérieuse, la perpétration d'un crime d'agression au sens de l'article 8 bis du statut. À ce jour, votre Cour ne s'est encore jamais prononcée à ce sujet. C'est une première. C'est donc à vous qu'il revient d'adapter la règle de droit aux réalités contemporaines. À ce titre, la résolution de l'Assemblée générale du 2 mars 2022 est éclairante. Elle qualifie tout d'abord le comportement de la Russie d'agression internationale en condamnant l'opération militaire spéciale. Elle rappelle enfin que toute acquisition territoriale par la force est illégale et surtout que l'offensive russe viole la Charte des Nations Unies. Au sens de l'article 8 bis du statut, il convient tout d'abord de caractériser l'acte de l'individu, sont visés la planification, la préparation, le déclenchement ou la commission d'un acte d'agression. Ensuite, concernant le rôle de direction, le texte vise les dirigeants, c'est-à-dire des personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État. Puis, s'agissant de la définition de l'acte d'agression stricto sensu, le texte donne des explications explicites. L'invasion, l'occupation militaire, le bombardement. Ici, il n'y a pas lieu de douter de la qualité de dirigeant de M. Miroc et de M. Casabutinis, la notion de contrôle étant appréciée au regard de leur pouvoir effectif. M. Miroc est président de Vulpina. Il dispose par ses fonctions du commandement des forces armées et dirige l'action politique de l'État. M. Casabutinis, conseiller spécial de la présidence, est un véritable maître d'œuvre de la scène politique, véritable idéologue du pouvoir. Ses prises de position revêtent d'ailleurs sur ce point une importance déterminante, comme en atteste la pièce numéro 17, à laquelle je vous renvoie. Il exerce par ailleurs un quasi-monopole sur de nombreuses activités stratégiques, y compris dans le domaine militaire, en qualité notamment de principal fournisseur de l'armée et de fondateur de la SRADT. Ils ont en outre commis des actes d'agression à donc au moins 2 égards, d'une part par des bombardements et d'autre part par l'invasion subséquente de l'armée vulpinienne sur ce même territoire. Ces actes correspondent exactement aux exemples visés par l'article 8 bis du statut. Enfin, s'agissant du seuil de l'acte, il doit par son caractère, sa gravité et son ampleur constituer une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Ici, les actions n'avaient pas pour seule finalité une démonstration de force ponctuelle, elles ont conduit à l'adoption d'un code transitoire concernant l'UPRIA. Je vous renvoie à la lecture de notre pièce 23. Cela révèle une volonté manifeste de soumettre ce territoire à l'autorité politique, civile et même militaire. Les langues vulpiniennes et taoïstes étant devenues langues officielles. Nous sommes en présence d'une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Tous les éléments constitutifs du crime d'agression sont donc réunis. Excusez-moi, pouvez-vous élaborer ce dernier point par rapport à votre conclusion de la violation manifeste de la Charte? S'agissant de la violation manifeste de la Charte des Nations Unies, celle-ci impose un seuil de gravité qui distingue le simple acte d'agression du crime d'agression. Et ici, nous sommes en présence d'un véritable crime d'agression, par notamment donc l'ampleur, la gravité et le caractère des actes commis. Monsieur le juge,
honorable Cour, intéressons-nous donc désormais à la responsabilité qui pourra être engagée notamment en qualité d'auteur. À titre principal, et à titre uniquement pour cette audience donc, le Bureau va considérer que M. Miroc et Casabutini se sont rendus coupables de ces crimes au regard de la coaction indirecte réprimée par l'article 25.3a du statut. M. Miroc a donné des impulsions générales dont les velléités impérialistes ne pouvaient qu'aboutir à la perpétration des crimes, et M. Casabutinis a établi le plan à suivre pour mener des crimes à bonne exécution en armant notamment les membres du MRE via la SRADT. Ils avaient connaissance de ces circonstances, leur permettant d'exercer conjointement un contrôle sur les crimes. Leur contribution était essentielle. Nous vous renvoyons à la pièce 5, 15 et 16. Entre le chaos des armes donc et la dignité du droit, nous vous demandons de confirmer les charges pour que la force de la loi brise enfin la loi de la force. Le bureau du procureur vous remercie. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Vous faites référence à la pièce numéro 16, donc c'est le procès-verbal de retranscription partielle d'une conversation téléphonique. Pouvez-vous me citer une affaire dans la jurisprudence, aussi bien de cette cour que d'une autre cour internationale, où les interceptions téléphoniques ont joué un rôle important dans la preuve? 30 secondes, s'il vous plaît, pour répondre. Ce temps sera pris en considération en complément pour l'équipe de la défense. Le bureau du procureur renvoie à la pièce numéro 16 qui détermine une conversation entre M. Casabutinis et M. Klum. S'agissant de ce type de conversation, le bureau du procureur n'a pas connaissance d'une affaire dans laquelle des enregistrements avaient été pris pour preuve. Néanmoins, le bureau du procureur a connaissance d'encouragements qui ont pu justement faire preuve de preuves par la suite, donc, notamment dans l'affaire Haroun. Je vous remercie. Je présume que vous avez conclu. Oui. Je vous remercie. Je donne à présent la parole à la défense pour qu'elle nous expose ses vues sur les deux questions qui font l'objet du débat. Maître, à vous et à votre équipe la parole. Je vous remercie. Nous ne sommes que poussière et ombre. Monsieur le Président, honorable juge, ces mots sont ceux d'un peuple, les Vulpiniens. Ces mots sont ceux de M. Miroc et M. Casabutinis. Depuis 1204, Vulpina et Lupria coexistent en tant qu'État souverain. Cette coexistence bascule le 17 juillet 2018 lorsque M. Miroc et M. Casabutinis sont accusés sans preuve d'être impliqués dans les attaques du MRE. Ces accusations les poussent à questionner la situation de leur population en Lupria, mais la réponse est formelle, des corps et des fosses communes. C'est dans ce contexte qu'une opération est lancée le 15 février 2020 afin de rétablir la paix sur le continent Kogol. Monsieur le Président, honorable juge, pour ma part, j'établirai que votre compétence ne doit pas être exercée et que l'affaire doit être déclarée irrecevable. Maître Scotti et Maître Le Thor établiront qu'il n'existe aucun motif substantiel de croire aux charges de crimes d'agression et de crimes de guerre. Maître Drame démontrera qu'il n'existe pas de motif substantiel de croire en la responsabilité de M. Miroc et M. Casabutinis. Ici, il convient d'analyser l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression, ce qui est une situation sans précédent devant votre Cour. Si la compétence rationnée loci et temporis prévue aux articles 11 et 12 du statut de Rome n'est pas contestée, les faits s'étant déroulés sur le territoire de Lupria, État partie au statut, la question de l'exercice de cette compétence pour le crime d'agression est, elle, radicalement différente. Votre Cour n'a jamais eu à trancher cette question, et c'est précisément pour cela que chaque mot du statut doit être lu sans concession.
Le procureur fonde l'exercice de la compétence de votre cour en matière de crime d'agression sur l'article 15 bis, introduit par la résolution RC6 du 11 juin 2010. Or, la défense soutient fermement que cette lecture et cette interprétation large est erronée. En effet, le régime prévu à l'article 121.5 du statut de Rome est on ne peut plus clair. La Cour ne peut pas exercer sa compétence à l'égard d'un État qui n'aurait pas ratifié un amendement relatif aux articles 5 à 8 du statut. Et cette lecture n'est pas seulement la nôtre, puisque la résolution de renforcement de la Cour et de l'Assemblée des États parties adoptée par consensus le 14 décembre 2017 reprend cette lecture au paragraphe 103. Le consensus d'une décision n'est pas une atteinte à l'indépendance de votre Cour, comme le procureur l'indique au paragraphe 6 de ses écrits. Ce consensus de 125 États ne saurait être balayé d'un revers de la main par l'accusation. Soutenir que le Vulpina aurait dû déposer une déclaration d'opt-out en vertu de l'article 15 bis 4 isolerait les dispositions statutaires avec le reste du droit international. En effet, l'article 40, paragraphe 4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités est sans équivoque. L'accord portant amendement ne lie pas les États déjà partis au traité, qui n'y sont pas devenus partis à leur tour. Ainsi, il apparaît plus que nécessaire, au regard du statut de Rome et des fondements du droit international, de conclure que la Cour ne peut exercer sa compétence à l'égard d'un ressortissant d'un État qui n'a jamais ratifié les amendements de Kampala. Le Conseil de la Défense souhaite, en vertu de l'article 19.4, soulever in limine litis des exceptions d'irrecevabilité fondées sur l'article 17. Dans un premier temps, l'article 17.1b prévoit qu'une affaire est irrecevable si elle a fait l'objet de poursuites par l'État compétent, y compris en cas de décision de ne pas poursuivre. La Lustranie a ouvert une enquête contre X au printemps 2020 sur des faits commis en Lupria. M. Casabutinis, à la suite de l'enquête, n'a ni été poursuivi ni condamné. Cette absence de poursuite s'explique par une insuffisance d'éléments à charge constatée à la suite de l'enquête menée par la Lustranie. Dans un second temps... Maître, si vous permettez, dans ce cadre précis, j'aurais une question. La Chambre, dans l'exercice de son appréciation discrétionnaire sur la mise en œuvre de l'article 17, est-elle appelée à exercer son contrôle sur la réalité des procédures ou sur la qualité des procédures nationales? Je vous remercie. La Cour peut, dans certains cas, décider d'émettre un avis sur la qualité des procédures qui sont menées donc, en interne par les États, mais il est nécessaire qu'il existe des preuves d'un risque de mauvaise qualité de procédure. Dans un second temps, l'article 17.1c prévoit que l'existence d'une décision judiciaire nationale fait obstacle à la recevabilité de l'affaire devant la Cour. Le 1er septembre 2025, la justice lustranienne a condamné in absentia M. Miroc pour les mêmes comportements retenus dans les charges, ce que l'accusation concède au paragraphe 17 de ses écrits. C'est pourquoi l'affaire ici est irrecevable. Dans l'affaire Saïf al-Islam Kadhafi, il est apparu nécessaire de lire conjointement les articles 17.1c et 23. À la lumière du principe non bis in idem, le procureur a rappelé les 4 conditions cumulatives pour prononcer une telle irrecevabilité. Premièrement, same person, same conduct, c'est-à-dire une condamnation concernant le même comportement que celui visé devant la Cour. Deuxièmement, l'existence d'une décision définitive, c'est-à-dire insusceptible d'appel. L'article 245 et 246 du Code de procédure pénale lustranien sont explicites. Le jugement in absentia est exécutoire dès son prononcé et demeure définitif en cas d'arrestation. Dès lors, la condamnation prononcée à l'égard de M. Miroc répond à toutes les exigences d'une décision définitive. Troisièmement, l'absence d'une volonté de soustraire la personne à sa responsabilité pénale. Cette volonté, prévue à l'article 23a,
se déduit dans la coopération des autorités étatiques avec la Cour, en ne s'opposant pas à la remise de l'individu. La Lustranie a coopéré avec la Cour et remis en février 2025 M. Miroc sans aucune objection. Elle a seulement répondu à son obligation de coopération en vertu de l'article 86 du statut. Quatrièmement, l'État doit avoir mené la procédure ou alors l'avoir fait sans manque de volonté qui se traduit par un manque d'indépendance et d'impartialité. En l'espèce, l'indépendance de la justice est prévue à l'article 98 de la Constitution, l'inamovibilité des juges à l'article 99, l'indépendance du ministère public à l'article 102. Il en résulte un équilibre institutionnel clair. L'article 242 et 243 du Code de procédure pénale lustralien prévoit la présence d'un avocat tout au long de la procédure en Lustranie. En outre, les éléments joints au dossier le 28 novembre 2025 relèvent l'absence d'atteinte aux droits de la défense pendant la procédure. La procédure en Lustranie ne peut être considérée comme ayant été menée avec un manque de volonté et la Cour doit déclarer l'affaire irrecevable en vertu de l'article 17.1c et 23. Monsieur le Président, honorable juge, sous l'autorisation de votre Cour, je laisserai Maître Scotti poursuivre nos observations sur le crime d'agression. Je vous remercie. Maître, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, honorable juge, l'histoire connaît des agressions. Elle connaît Varsovie, rasée pierre par pierre, Bagdad en flammes, Kiev sous les drones. Le crime d'agression a un sens précis, un sens juridique, historique. Et la défense est ici pour démontrer qu'il n'existe aucun motif substantiel de croire qu'un tel crime a été commis en Lupria. L'article 8 bis du statut est clair. Le crime d'agression suppose la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Un crime d'agression suppose un acte d'agression, à savoir l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. La Charte des Nations Unies est on ne peut plus claire. C'est le Conseil de sécurité qui détient le pouvoir de constater un acte d'agression, selon l'article 39. En cas de silence, l'Assemblée générale peut s'y substituer, conformément à l'article 12-1. Or, dans cette affaire, ni le Conseil de sécurité, ni l'Assemblée générale n'ont rendu de résolution en ce cas. Aucune. Le procureur avait pourtant pris soin d'en aviser le secrétaire général en mai 2020. 6 ans se sont écoulés, mais rien. Et pourtant, ils l'ont fait. En 1990, le Conseil dénonce l'invasion du Koweït par l'Irak. Et pour cause, 400 000 déportations forcées, des milliers de morts, un gouvernement renversé. En 2022, l'Assemblée générale déclare publiquement l'agression russe en Ukraine. Des drones, des villes entières bombardées, des transferts illégaux de population. Or, en Lupria, c'est de son plein gré que le prince fuit. Nul ne le chasse, nul ne le déporte de force. Il fuit, sans aucun doute conscient de la gravité de ses propres actes. Nous contestons donc formellement l'existence d'un acte d'agression. Permettez-moi de revenir sur un point. Le procureur affirme que M. Casabutinis serait en capacité de contrôler l'action politique ou militaire de l'État. Pour cela, il se fonde sur 2 éléments, étayés au paragraphe 74 de ses observations. Sa position au sein de la SRADT et son rôle de conseiller de la présidence. Mais nous le disons avec vigueur, M. Casabutinis n'est pas chef d'État. Il n'a pas constitutionnellement les pouvoirs de diriger l'armée. Les faits le confirment sans ambiguïté. Regardons l'annexe 3, le décret de nomination. Un texte sobre, précis, sans équivoque. Conseiller spécial de la présidence. Pas de pouvoir de décision, pas de pouvoir de commandement, pas d'autorité sur les forces armées. M. Casabutinis est un simple chef d'entreprise, la SRADT. Il conseille, il ne commande pas. Il n'est donc pas une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'État, comme le prévoit l'article 8 bis. Par ailleurs, la gravité invoquée par le procureur apparaît proprement déraisonnable. Laissez-moi vous rappeler le nombre de victimes. 0. 0 vie humaine détruite. Les attaques du 14 février n'ont visé que des sites militaires précis,
impliqués dans la commission d'un génocide. Le lendemain, ils ne connaissent aucune résistance. Ils marchent jusqu'à la capitale et de nouveau, aucune victime. Les événements, par leur nature, leur gravité et leur ampleur, ne constituent pas une violation manifeste de la charte. Intéressons-nous maintenant à l'élément moral. L'article 30 du statut exige que le suspect commette le crime allégué avec intention et connaissance. L'article 8 bis 4 des éléments des crimes est explicite. L'auteur doit avoir connaissance des circonstances de fait établissant l'incompatibilité d'un tel recours à la force avec la charte. Dès 2018, des ONG publient des documents funestes faisant état d'exécution systématique des membres du PTL et du MRE. Les deux suspects ont donc éprouvé un besoin instinctif, irrépressible, presque viscéral, de protection de leur peuple martyr. M. Miroc a simplement rempli ses obligations internationales, telles que reconnues lors du sommet mondial de l'ONU en 2005, consacrant la responsabilité de protéger les populations contre le crime de génocide. Si vous permettez, maître, vous vous référez à un certain nombre de sources, d'éléments de preuves pour étayer vos arguments. Est-ce que la Chambre, à ce stade, je dirais, de la procédure, a à se prononcer sur la crédibilité de ces éléments de preuve sur lesquels vous vous fondez? Selon l'article 61 du statut de Rome, la Chambre durant l'audience de confirmation des charges, la défense peut contester les preuves apportées par le bureau du procureur et la Chambre préliminaire peut demander au bureau du procureur d'étayer ces charges en apportant des preuves, un plus grand nombre de preuves. L'élément moral n'est pas constitué. Il n'existe donc aucun motif substantiel de croire que les deux suspects auraient commis un crime d'agression. Avant de laisser ma consoeur poursuivre nos observations, un dernier point mérite d'être soulevé, l'admissibilité des preuves. En effet, la défense entend soutenir que la preuve issue des annexes 15 et 16 ont été obtenues en violation d'un droit de l'homme internationalement reconnu et que leur authenticité ne peut être retenue. Tout d'abord, l'article 69, paragraphe 7 du statut est catégorique. Les preuves recueillies en violation des droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles. Cette injonction est confirmée dans la décision Gbagbo rendue par la Chambre de première instance le 3 septembre 2015. La défense s'insurge avec la plus grande fermeté contre les éléments produits par l'accusation. Nous parlons d'écoutes illégales obtenues par la pose de micros dans son lieu de travail et d'une photographie prise à l'insu de M. Casabutinis. Pourtant, tout acte d'enquête portant atteinte à la vie privée doit être encadré par la loi, ainsi que soumis à un contrôle judiciaire indépendant, indispensable, conformément à l'article 17 du Pacte international des droits civils et politiques. En l'espèce, aucun contrôle de ces actes n'a été rapporté. Si vous le permettez, maître, vous avez fait référence à l'article 69, alors que celui-ci est situé dans le chapitre 6 concernant le procès. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous citez l'article 69 alors que nous sommes dans une audience de confirmation de charge? Merci pour votre question. La défense, ici, souhaite contester l'admissibilité des preuves et souhaite le faire dès l'audience de confirmation des charges afin que l'accusation ait l'obligation de rapporter de nouvelles preuves recevables lors du procès si votre cour décide de confirmer les charges. Dès lors, la Cour doit reconnaître l'inadmissibilité totale des preuves contenues aux annexes 15 et 16. D'autre part, l'article 69, paragraphe 4, nous rappelle que la Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve, en tenant compte de sa valeur probante. Et sur ce point, la Chambre nous rappelle dans la décision relative à l'admissibilité des preuves, dans l'affaire Katanga, le 17 décembre 2010, qu'il faut verser des éléments authentifiés, sans quoi cela encombrerait le dossier de façon injustifiée de pièces qui ne sont pas probantes et ne serviraient nullement à la recherche de la vérité. En l'espèce, la retranscription rapportée à l'annexe 16 n'est que partielle. Nous ne savons pas qui l'a interceptée, nous ne savons pas comment cela a été fait, nous ne savons pas combien de temps l'enregistrement a duré. S'agissant de la photographie, les mêmes questions se posent. Dans quel contexte a-t-elle été prise? Par qui? À quelle heure? Nous n'avons aucune réponse.
Ainsi, la défense affirme que ces preuves ne présentent pas les garanties minimales qu'exige cette Cour et doivent être écartées. Sous votre autorisation, je laisserai ma consoeur, Maître Le Thor, poursuivre nos observations sur l'inexistence totale de motifs substantiels de croire que des crimes de guerre ont été commis. Je vous remercie. Maître, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, honorable juge, nous voici réunis face à une accusation dont l'ambition dépasse très largement les preuves. Nous allons vous démontrer pourquoi il n'existe pas de motif substantiel de croire que les crimes de guerre allégués sont constitués. Commençons par l'élément contextuel du crime de guerre. Sans conflit armé qualifié, il n'y a pas de crime de guerre. Votre chambre de première instance l'a rappelé dans l'affaire Lubanga du 14 mars 2012. Le procureur soutient qu'un conflit armé non international à partir du 17 juillet 2018 aurait lieu. La jurisprudence dans la chambre de première instance, dans l'affaire Alassane du 26 juin 2024, est très claire. Pour qu'un conflit armé non international soit constitué, 2 conditions cumulatives s'imposent. Un seuil d'intensité suffisant et un niveau d'organisation du groupe armé. Sur l'organisation d'abord, les autorités lupriennes qualifient elles-mêmes le MRE de groupuscule néo-impérialiste à l'annexe 5 du dossier. Un groupuscule n'a par définition ni structure hiérarchisée, ni capacité de mener des opérations militaires soutenues. Et en septembre 2018, ce même gouvernement l'a dissous par une simple loi. On ne dissout pas un groupe armé organisé par une voie législative. On le combat militairement. Ce traitement confirme que les autorités lupriennes elles-mêmes ne considéraient pas le MRE comme un groupe armé. Sur l'intensité ensuite, le procureur invoque le conflit armé qui s'étendrait de juillet 2018 à juillet 2020, soit 2 ans. Or, sur cette période de 2 ans, le dossier ne documente que 2 événements attribuables au MRE. Les fusillades du 17 juillet 2018 et la pollution du fleuve en 2020. 2 événements isolés, séparés de 2 ans, sans aucun combat armé documenté entre forces armées. L'article 8.2f du statut exige les affrontements dépassant des simples troupes internes. Or, ce seuil ici n'est pas atteint. 2 attaques isolées, sporadiques et séparées de près de 2 ans ne constituent pas un conflit armé prolongé au sens de votre jurisprudence Alassane. Il n'y a donc pas de conflit armé non international. Ensuite, le procureur soutient que le conflit armé non international serait internationalisé par un contrôle global de la République de Vulpina sur le MRE. Selon vos jurisprudences constantes, comme rappelé dans l'affaire Bemba de la Chambre préliminaire 2 du 15 juin 2009, il ne suffit pas pour un État de financer, d'équiper ou d'entraîner un groupe armé. Il faut prouver un rôle actif dans l'organisation, la coordination ou la planification des opérations militaires. Or, le procureur présente uniquement la fourniture d'armes par la SRADT, une entreprise commerciale. Qu'elle ait vendu ou fourni du matériel à un groupe ne démontrant rien que l'État vulpinien planifiait et dirigeait les attaques du MRE. Des fusils d'assaut ne commandent pas une armée. Ces présomptions sont insuffisantes pour établir un contrôle global et imputer les actes d'un groupe autonome à la République de Vulpina. L'élément contextuel fait donc défaut. Venons-en à l'élément matériel du crime de guerre. Tout d'abord, le procureur invoque les fusillades du 17 juillet 2018 sur le fondement de l'homicide intentionnel au titre de l'article 8.2a1. La défense conteste pas la matérialité de ces faits. Ce que la défense conteste, c'est le lien avec le conflit armé. Il s'agissait d'actes isolés relevant d'une mobilisation spontanée, explicitement exclue à l'article 8 du statut. Ici, le procureur se heurte à un raisonnement circulaire. Ils affirment au paragraphe 56 de ces observations écrites que les actes doivent avoir été commis dans le cadre d'un conflit armé. Mais simultanément, au paragraphe 46, il prétend que le conflit commence avec ces mêmes fusillades. La défense soutient que les actes ne peuvent pas à la fois initier le conflit et avoir été commis dans le cadre de celui-ci. C'est une contradiction logique irréductible. S'agissant ensuite de la pollution du fleuve Mahor, le procureur allègue la pollution du fleuve Mahor par le MRE constitue un acte provoquant des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui serait manifestement excessif au sens de l'article 8.2b4 du statut. Mais le procureur passe délibérément sous silence d'un fait décisif. C'est le prince luprien lui-même qui a autorisé la construction d'usines en amont direct du fleuve Mahor, la vallée de la chimie. C'est lui qui a ordonné la construction d'un pont autoroutier sur ce fleuve. C'est lui qui a annoncé la construction d'un immense port fluvial à 2 pas de la Casa des Maoris.
au point que l'UNESCO menaçait de déclasser le site dès 2017, ce qui a conduit à la principauté à se retirer de l'UNESCO plutôt que d'y renoncer. L'écosystème du fleuve Mahor était déjà gravement et structurellement dégradé, avant même les événements de février 2020. L'absence de toute expertise indépendante sur le fleuve avant et après les événements est une lacune probatoire fatale de la thèse de l'accusation. Le lien de causalité exclusif entre l'acte incriminé et le dommage fait totalement défaut ici. Abordons en second lieu la cyberopération du 14 février 2020. Le procureur qualifie cette opération de crime de guerre au titre de l'article 8 de B1 du statut, qui incrimine les faits de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre les civils, en violation donc du principe de distinction de droit international humanitaire. Les faits sont simples. M. Miroc a déclaré publiquement à l'annexe 17 du dossier que l'opération visait la désactivation des capacités militaires lupriennes, comme explicitement dit par le procureur lui-même. L'objectif était explicitement militaire. L'opération a duré seulement 6 heures. Elle a été annoncée publiquement par M. Miroc, ce qui satisfait le principe de précaution au sens du droit international humanitaire. Et le résultat est simple. 0 victime. Pas une seule perte humaine civile n'a été déplorée. Venons enfin à la destruction de la Casa des Maoris. Le procureur fonde cette charge sur l'article 8 de B9 du statut. Votre cour, dans l'affaire Almadi de 2016, prend en considération le rôle culturel effectif pour la population locale des biens attaqués dans la vie de la communauté. Or, la Lupria a volontairement sacrifié son propre patrimoine sur l'autel du profit économique, au point que l'UNESCO a officiellement retiré le site de sa liste le 23 juillet 2020. Le procureur pleure un édifice que l'État plaignant avait lui-même désacralisé, dégradé et noyé au milieu d'infrastructures industrielles. L'élément matériel fait donc défaut. Enfin, intéressons-nous à l'intention et la connaissance exigées par l'article 30 du statut. Elles font ici défaut. Comment imputer à nos clients la volonté de détruire un écosystème que la Lupria avait elle-même sacrifié ? Comment leur reprocher de viser des civils lors d'une opération annoncée, militaire et sans victimes ? Comment exiger la connaissance du caractère protégé d'un édifice sur lequel aucun signe distinctif n'était apposé, alors qu'il y a une obligation formelle au sens de la Convention de La Haye de 1954 ? L'élément moral ne se présume pas, il se prouve, et ici, il ne peut être établi. Monsieur le Président, honorable juge, la charge du crime de guerre repose sur 3 piliers, et aucun ne tient. Sous l'autorisation de la Cour, je laisserai ma consoeur Eva Dram poursuivre sur l'irresponsabilité des suspects. Je vous remercie. Si, maître, veuillez poursuivre pour la défense. Monsieur le Président, honorable juge, nous représentons avant tout 2 hommes à qui le bureau du procureur reproche absolument tout dans ses observations écrites. Il fonde sa demande sur la confirmation des charges sur 5 modes de responsabilité de l'article 25 et 28 du statut, en plus d'être toujours identiques pour les 2 suspects. Cette accumulation en elle-même est déjà révélatrice. Quand on empile les qualifications, c'est qu'aucune ne tient seule. Si vous le permettez, le Conseil de la Défense ne s'attellera qu'à démontrer le mode de responsabilité qui a été évoqué par le bureau du procureur. Le bureau du procureur retient l'article 25.3a du statut en arguant que les suspects ont agi en tant que co-auteurs indirects des crimes qui auraient permis de guider l'action criminelle du MRE. La Cour a établi les critères pour cette responsabilité dans la décision du 30 septembre 2008 devant la chambre préliminaire de l'affaire Katanga et Chui. Mais sur quelles preuves le bureau du procureur se fonde-t-il pour affirmer l'existence d'un plan commun, d'une intention de commettre les présumés crimes uniquement imputables au MRE et une contribution essentielle des suspects? Le bureau du procureur se fonde sur les armes qui auraient été livrées au MRE via la SRADT. Mais il n'y a aucun rapport sur l'acte d'achat, aucun rapport sur les transports d'armes, aucune preuve de l'enrichissement de l'entreprise qui attesterait que les armes ont bien été fournies directement au MRE. Par ailleurs, il n'existe aucune structure pyramidale de M. Casabutinis et M. Miroc sur le MRE. Ce groupe
est uniquement dirigé par M. Klum, qui revendique publiquement, dans un communiqué figurant à l'annexe 11, son autonomie totale et toute absence de soutien étranger. Sans plan commun ni contrôle sur le crime, la coercion indirecte n'est pas établie. Si par extraordinaire, votre cour reconnaissait leur responsabilité, la défense prie la cour de reconnaître l'exonération de celle-ci. L'article 31.1c prévoit la règle suivante. Une personne peut être exonérée pour défendre autrui contre un recours imminent et illicite de la force si elle agit raisonnablement et de manière proportionnée à l'ampleur du danger que couraient les personnes protégées. Les faits sont là. Comme en atteste l'annexe 16 du dossier, dès 2018, des témoignages sanglants affluent sur les horreurs commises pour neutraliser les membres du PTL, individu maoïste luprien, ce qui a même été confirmé par un lanceur d'alerte de l'armée luprienne. La communauté taoïste est également touchée dans ses propres symboles. Regardez donc cette photographie prise par les autorités vulpiniennes montrant un lieu de culte taoïste complètement en ruine. À la suite des témoignages des survivants lupriens, d'ailleurs réfugiés en Vulpina, en 2020, une ONG de protection des droits fondamentaux fait état d'exécutions systématiques à l'encontre de la population taoïste en Lupria. La réalité des faits est sous vos yeux. Les deux suspects n'ont pas agi par calcul politique, ils ont agi par conviction profonde face à des dangers menaçant cette population. Si vous avez encore un doute, permettez-moi de vous lire ces quelques témoignages de 2020 figurant à l'annexe 21 du dossier. Mon frère a été enlevé. Nous n'avons jamais revu son corps. Ils brûlaient les corps et dansaient autour. Ils ont dit que les taoïstes devraient redevenir poussière. Ce que vous avez, voilà ce qu'a entendu Monsieur Miroc, jour après jour. Balle dans la nuque, main ligotée, fosse commune, plus de 280 corps retrouvés, tous taoïstes. Le danger qu'encourait la population taoïste, un génocide. L'intervention de M. Miroc et M. Casabutinis protégeait cette population conformément à l'obligation de prévenir le génocide. Combien de morts sont à déplorer côté luprien suite à cette prétendue attaque? 0. Si vous le permettez, maître, une petite question. Vous avez cité l'annexe 21, si j'ai bien compris. Oui. Or, je vois l'annexe 22, l'extrait des comptes de l'Observatoire vulpinien des droits fondamentaux, qui apparemment a reçu 120 000 monnaies de vulpinia de la part de la SRADT. Est-ce que cela porte atteinte à la force probante de la preuve 21 que vous avez citée? Vous disposerez également de 30 secondes pour être, en termes d'équité, pour répondre à cette question. Nous nous fondons sur une preuve qui a été apportée par un observatoire qui est une ONG vulpinienne en la matière, et cette preuve a une valeur probante. Nous ne sommes que poussière et ombre. Ces mots sont la devise d'un peuple dont la seule ambition était de défendre la vie humaine. Car si agir pour empêcher un massacre d'une population, pour s'opposer à son extermination systématique devient un crime, que reste-t-il de la justice? Il n'existe aucun motif substantiel de croire en l'existence d'un crime d'agression et d'un crime de guerre. La défense requiert l'abandon total des charges contre M. Miroc et M. Casabutinis. Nous vous remercions. Excusez-moi, j'avais un petit éclaircissement. Vous parlez de l'exonération de responsabilité, l'article 31. Vous auriez une jurisprudence pertinente qui parle un petit peu plus de l'interprétation de cet article? Merci. Je vous ferai parvenir des observations écrites en la matière. Nous notons votre réponse. Merci. Nous arrivons donc à la conclusion de cette première phase. Des points importants ont été soulevés par les deux parties au cours des présentations. Chacun va maintenant avoir la possibilité d'y répondre dans le même ordre de parole que précédemment
indiqué. Je vous rappelle de faire attention du temps qui vous est alloué pour cette partie de l'audience. Chaque équipe ne devra pas dépasser les 8 minutes pour exposer sa réponse. Et donc, nous commençons par entendre le bureau du procureur. S'il vous plaît, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable juge, la défense a soulevé lors de sa plaidoirie un certain nombre d'arguments qui ne sauraient rester sans réponse. Le bureau du procureur contestera plusieurs de ces arguments. Premièrement, votre cour est bien compétente en matière du crime d'agression. Deuxièmement, il y a effectivement eu une violation manifeste de la Charte des Nations Unies au vu de la nature, la gravité et l'ampleur de l'agression. Troisièmement, les preuves fournies établissent effectivement le lien entre messieurs Miroc, Capoc et Robert Kassab-Butinis et le mouvement de retour à l'Empire. Et quatrièmement, nous contesterons l'existence d'une prétendue légitime défense. S'agissant tout d'abord de la compétence, la défense conteste la compétence de la Cour en matière de crime d'agression. Pour cela, elle se base sur la résolution d'activation du 14 décembre 2017. Et à ce titre, le point 2 de cette résolution établit effectivement l'article 121, paragraphe 5. Et répète donc que la Cour n'est pas compétente lorsque l'État agresseur n'a pas ratifié les amendements de Kampala. Toutefois, il n'y a aucun accord sur l'interprétation que l'on pourrait déduire de cette résolution. Juste après avoir rappelé cet article 121, paragraphe 5, les États parties ont tenu à rappeler l'indépendance des juges de la Cour, conformément aux articles 40 et 119 du statut de Rome. Bien évidemment, cette résolution ne porte en rien atteinte à l'indépendance de la Cour, mais elle démontre l'intention des États parties de ne pas contraindre l'interprétation des juges de la Cour. S'agissant ensuite de l'article 121, paragraphe 5, effectivement, nous admettons que l'article 15 bis, la compétence qui résulte de l'article 15 bis, la double compétence rationnée loci, rationnée matérielle, ne peut être opposée à la République de Vilpina, car elle n'a pas ratifié les amendements de Kampala. Le sujet ici est que, comme j'ai pu l'expliquer, l'État agressé a ratifié les amendements de Kampala. La compétence en matière rationnée matérielle, rationnée loci, est établie en vertu de l'article 12, qui est rappelé à l'article 15 bis, paragraphe 4. Cet article n'établit aucune compétence. Elle rappelle la compétence de l'article 12. Et en plus, elle limite cette compétence en établissant une éventuelle déclaration au greffe qui pourrait permettre à la République de Vilpina de se soustraire à cette compétence rationnée loci. Il n'y a jamais eu de déclaration au greffe. Donc la Cour est compétente en vertu de la compétence rationnée loci. S'agissant du principe nebis in idem, la défense, nous ne contestons pas que les mêmes faits, nous ne contestons pas que le jugement qui a été rendu par la Lustrani porte en partie sur les mêmes faits. En revanche, nous considérons que, premièrement, le jugement de la Lustrani n'a pas autorité de juger. Comme nous l'avons rappelé, la Lustrani n'avait aucune compétence pour juger M. Capoc-Miroc. Deuxièmement, pourquoi la Lustrani, si on considère qu'elle n'avait pas pour intention de soustraire l'intéressé à la justice, pourquoi l'aurait-elle remis et l'aurait jugé 6 mois après la remise par les autorités lustraniennes à la Cour? Effectivement, on ne conteste pas que la procédure soit éventuellement indépendante ou impartiale, mais clairement, elle avait pour intention de soustraire l'intéressé à la justice en entravant l'exercice de la compétence de la Cour, mais il fait échec à ces manœuvres. S'agissant des preuves fournies, à titre principal,
nous rappelons que seule la Chambre de première instance est compétente pour statuer sur la question probatoire en vertu de l'article 64-9 du statut de Rome. A l'inverse, la Chambre préliminaire est seulement informée des éléments de preuve sur lesquels le procureur entend se fonder. Votre cour l'a réaffirmé dans la décision Abougarda de 2010. À titre subsidiaire, le principe de liberté des preuves consacré à l'article 69-4 doit guider l'appréciation de la Cour. Effectivement, cet article s'applique à l'audience de jugement, mais a fortiori, elle devrait s'appliquer au moment de la confirmation des charges. S'agissant de la pertinence des preuves, la Chambre préliminaire doit se limiter à établir s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. D'abord, l'intensité des velléités impérialistes et la culpabilité de M. Miroc est établie notamment dans ses vœux du 31 décembre 2019, dans lesquels il souhaite aux Vulpiniens de bientôt retrouver la grandeur historique d'un empire reconstitué. Ensuite, l'intérêt financier qu'une guerre apporterait à la SRADT et la culpabilité de M. Kassabutini, son dirigeant. Cet intérêt est établi par la puissance économique et politique de facto de celui-ci. Membre du CTPER depuis sa création, malgré un renouvellement des membres tous les 3 ans. Conseiller spécial de la présidence pour les questions d'aménagement et de défense. Augmentation du budget étatique par M. Miroc sur ses conseils s'agissant de la défense. L'enregistrement et la photo accablante de celui-ci et de M. Léon Klum dans ses bureaux ne font que confirmer l'évidence. S'agissant des liaisons des deux intéressés avec le mouvement de retour à l'Empire, celui-ci est sans aucun doute contrôlé et financé par la gouvernance impérialiste de Vulpina, représentée par M. Miroc. Il est clair que M. Kassabutinis a fourni les armes nécessaires au mouvement de retour à l'Empire contre rémunération en connaissant pertinemment leur motivation. Plusieurs preuves convergent vers une réalité indéniable. La republication des postes du mouvement de retour à l'Empire après la pollution du fleuve. Une action coordonnée entre le mouvement de retour à l'Empire et les forces régulières de Vulpina du 12 au 26 février 2020, date de la jonction du MRE et des armées lupriennes. L'enregistrement, évidemment, de la conversation entre Léon Klum et Kassabutinis. De plus, comment pourrait-on parler de droits fondamentaux? Effectivement, il y a une atteinte au droit au respect de la vie privée, mais cette atteinte est proportionnée et nécessaire. Comment la principauté de Lipria aurait pu autrement établir la preuve de ce lien? Une principauté qui est face à la première entreprise du continent, à la première puissance étatique du continent. Il n'y avait pas d'autre moyen pouvant établir un tel lien et les crimes qui commencent à partir du 17 juillet 2018. S'agissant de la légitime défense, nous commençons par considérer que s'il y avait effectivement eu des faits questionnables en principauté de Lipria, M. Kapok-Miroc aurait pu simplement saisir la Cour pénale internationale comme le permet l'article 13 du statut. Et d'ailleurs, en cas de légitime défense, les moyens utilisés sont disproportionnés. Comment pourrait-on considérer que l'invasion, l'annexion, l'établissement d'une nouvelle législation vulpinienne s'appliquant en Lipria pourrait être proportionné? Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie. Et maintenant, c'est au tour de la défense de présenter ses observations. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable juge, nous vous remercions pour cette dernière opportunité de réponse. La réplique du procureur me fait penser à une citation de Jacques Vergès. « On ne changera jamais la vengeance en justice, mais on rabaisse la justice en vengeance. » Cette audience illustre tristement ces mots, puisqu'elle heurte le droit, elle offense la vérité et elle blesse la communauté internationale. Plusieurs questions ont été soulevées devant votre Chambre par le bureau du procureur. Il appartient désormais à la défense de vous démontrer point par point
que votre Cour n'est tout d'abord pas compétente pour le crime d'agression, que les preuves apportées ne sont pas recevables et inadmissibles, que la recevabilité de l'affaire ne devrait pas être prononcée, et enfin, nous traiterons de la légitime défense. À l'égard de l'exercice de la compétence pour le crime d'agression, le bureau du procureur nous explique que la valeur de la résolution qui a été adoptée par l'AEP n'est en effet donc pas un manquement à l'indépendance de votre Cour. Cependant, nous considérons que cette résolution a une valeur très importante devant votre Cour. Ce type de résolutions sont des résolutions de renforcement. Elles sont votées chaque année. Elles représentent l'avis et un consensus entre tous les États. Il est nécessaire qu'elles soient prises en compte. Parallèlement, nous pouvons également nous baser sur le droit international. Comme je l'ai expliqué, l'article 40, paragraphe 4 de la Convention de Vienne est extrêmement pertinent dans cette affaire. Et la Cour a l'habitude d'utiliser la Convention de Vienne dans ses affaires. Je pense notamment à l'affaire Lubanga. Il n'est prévu qu'une seule exception à ce type de procédure, à un amendement. Cette exception est inscrite dans les commentaires de la CVDT, dans son projet de 1966. Il est prévu qu'un régime général, c'est-à-dire l'article donc 40, paragraphe 4, peut sauter si le traité original prévoyait avant une telle procédure d'opt-out. Nous pouvons penser par exemple à l'article 16 de la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée de 1952. Il était prévu que les amendements entreront en vigueur à l'égard de toutes les parties, à moins qu'un tiers au moins d'entre elles n'ait signifié qu'elle s'y oppose. Dans notre affaire, la pratique montre qu'il existe 2 États qui ont déposé une telle déclaration d'opt-out. Cette pratique a été soulignée par la résolution de 2017. Seulement la pratique de 2 États sur 76, c'est-à-dire moins de 3% des États n'ayant pas ratifié les amendements qui ont fait une telle déclaration, ne peut créer un nouveau régime pour l'entièreté des États n'ayant pas ratifié les amendements de Kampala. Cela serait dangereux. Cela viendrait à violer la souveraineté des États, une souveraineté établie depuis 1927 dans l'affaire Lotus. Dans un second temps, le bureau du procureur considère que la décision n'était pas définitive vis-à-vis de la décision prononcée par les autorités lustraniennes. Seulement, la chambre préliminaire dans l'affaire Kadhafi avait refusé de reconnaître l'autorité de la chose jugée d'une, notamment, décision prononcée in absentia, puisqu'au retour de Saïf al-Islam en Libye, le droit national exigeait qu'il soit rejugé. A contrario du droit libyen, l'article 245 et 246 du Code de procédure pénale australien prévoit que le jugement est exécutoire dès son prononcé. En cas d'arrestation ultérieure, le jugement demeure définitif et peut être exécuté immédiatement. Dès lors, la décision rendue à l'égard de M. Miroc par les autorités lustraniennes doit être déclarée définitive. À l'égard de la preuve, nous vous avons indiqué qu'il existait des preuves qui pouvaient violer les droits de l'homme. Nous pensons donc à l'article 17 du pacte du PIDCP. Dans l'affaire Bamba Gombo, dans la situation centrafricaine du 29 avril 2016, la Cour a procédé à une méthodologie. Elle devait constater s'il existait bien une violation. Si oui, est-ce qu'elle rentrait dans le cas d'une exception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les preuves
ont violé les droits de l'homme. Une exception au droit à la vie privée doit être prévue par la loi, proportionnelle et poursuivre un but légitime. Il est certain que cette preuve n'a pas été prise et n'a pas été récoltée sur le fondement d'une loi. Vis-à-vis des photos qui ont été insérées dans le dossier, l'article 69.4 du statut de Rome indique que la Cour peut se prononcer sur les pertinences et l'admissibilité des éléments de preuve si elles ne sont pas pertinentes et elles ne sont pas probantes. Lié avec la décision Katanga du 17 décembre 2010 au paragraphe 27, la valeur probante se détermine par la fiabilité de la preuve, son authenticité. En l'espèce, ces photos n'ont pas été certifiées. Ces photos et la géolocalisation ne font preuve d'aucune certification par les autorités publiques. Par conséquent, nous considérons que ces preuves ne doivent pas être incluses dans le dossier. Enfin, le procureur estime que la Vulpina n'avait pas à protéger sa population en Lupria. Madame la présidente de la Cour, Madame Tomoko Akane, vous a dit lors de la 24e session annuelle de l'Assemblée des États parties: « Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tourner nos regards vers les souffrances invisibles d'innombrables civils innocents. Nous devons redoubler d'efforts pour défendre la dignité humaine. » Monsieur le Président, il vous faut regarder en direction de Elvin Rakar, de Ira Setnek. Ils ne peuvent plus attendre d'être sauvés. C'est pourquoi le Vulpina a estimé qu'il était nécessaire de recourir à la responsabilité de protéger, une responsabilité qui est reconnue. Nous vous demandons donc de ne pas confirmer les charges à l'égard de M. Miroc et M. Casabutinis. Merci, Maître. Nous arrivons ainsi à la fin de cette phase de l'audience. Je tiens à remercier les deux parties pour leur engagement, pour la qualité de leur présentation et leurs arguments, et remercier également toutes les personnes participantes à cette audience. Comme vous le savez, la Cour va à présent se retirer pour délibérer. Vous pouvez quitter la salle d'audience, mais vous devez être de retour ici. Je regarde la montre à 11h45 précise, heure de La Haye, bien entendu. Je vous remercie. Madame la greffière d'audience, s'il vous plaît. Veuillez vous lever.